Imaginez ce scénario. Vous entrez dans un supermarché local pour acheter du beurre. Vous vous dirigez vers le rayon. Et là, stupeur, le prix indiqué dépasse 8,50 €. 8,50 € pour un simple morceau de beurre. Vous vous demandez sûrement comment est-ce possible? Pourtant, c'est la dure réalité quotidienne pour des milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens et de Guyanais. Pour eux, la vie chère est une lutte quotidienne, marquée par des prix 40% plus élevés qu'en métropole pour les mêmes produits. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette réalité pour comprendre comment et pourquoi une telle situation perdure. Bienvenue dans notre vidéo sur la vie chère, en Martinique, en Guadeloupe et dans les autres territoires d'outre-mer français. Remontons à l'année 2009. Ce fut un tournant pour la Martinique. Une grève générale éclata, mobilisant plus de 15 000 personnes, paralysant l'île pendant 1 mois et demi. La raison? La vie chère et la précarité de l'emploi. Les protestataires exigeaient une revalorisation des salaires et une régulation des prix, dénonçant les écarts insupportables entre les prix locaux et ceux de la métropole. Pourtant, 15 ans plus tard, rien n'a changé. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane continuent d'affronter des prix exorbitants. Prenons l'exemple d'un produit de base, le papier toilette. En France métropolitaine, vous pouvez acheter un rouleau pour environ 1,60 €. En Martinique, ce même rouleau coûte souvent plus de 8 €. C'est un écart colossal pour des produits essentiels, une réalité que subissent des milliers de familles qui peinent à joindre les deux bouts. Ce phénomène ne se limite pas aux produits d'épicerie. Les fournitures au galet scolaire, les vêtements, l'essence et même les services de base, comme l'électricité ou l'eau, sont également plus chers. Les conséquences sont directes. Une part croissante de la population est plongée dans la précarité, incapable de couvrir les besoins essentiels de leur famille. Une femme martiniquaise raconte comment elle a dû prendre son petit-fils chez elle, car sa belle-fille ne pouvait plus se permettre de nourrir correctement son enfant. Cette situation est loin d'être isolée. De nombreuses familles doivent choisir entre acheter de la nourriture ou d'autres produits nécessaires pour le bien-être de leurs enfants. Cela montre à quel point la situation est intenable. En Martinique, le taux de pauvreté est entre 5 et 10 fois plus élevé qu'en France hexagonale. La précarité y est devenue la norme pour une large part de la population. La situation actuelle ne peut être comprise sans une plongée dans l'histoire coloniale des Antilles françaises. Lorsque l'esclavage fut aboli en 1848, la décision fut prise d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves plutôt que les esclaves eux-mêmes. Ainsi, des millions furent versés aux familles esclavagistes pour compenser la perte de leur main-d'œuvre gratuite. Ces familles, appelées béquets, ont utilisé cet argent pour acheter des terres, développer des entreprises et bâtir des empires économiques. Aujourd'hui, ces mêmes familles continuent de contrôler une grande partie de l'économie des territoires d'outre-mer. En Martinique, les béquets, qui représentent moins de 1% de la population, possèdent encore 52% des terres agricoles. Le groupe Bernard Ayotte, fondé par un membre influent de cette communauté, est l'un des plus grands acteurs économiques de la Martinique. GBH contrôle une grande partie de la distribution des produits de première nécessité. Avec des enseignes comme Carrefour et Leader Price sous sa bannière, ce groupe fixe les prix de la majorité des produits vendus dans l'île, souvent bien au-delà des prix pratiqués en France métropolitaine. La colonisation française a instauré une économie de dépendance qui persiste encore aujourd'hui. À l'époque coloniale, les territoires ultramarins n'avaient pas le droit d'exporter leurs matières premières ailleurs qu'en France, ni d'importer des produits en dehors de ceux de la métropole. Bien que ce système ait été officiellement aboli, les mécanismes de dépendance économique ont été structurellement ancrés dans l'économie locale, rendant les territoires d'outre-mer dépendants des importations pour la majorité de leurs besoins alimentaires et industriels. Bernard Ayotte, un nom bien connu en Martinique, est souvent cité comme le symbole de la vie chère. Son empire économique, le groupe GBH, génère plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, avec une fortune personnelle estimée à 300 millions d'euros. Comment en est-on arrivé là? Le groupe GBH contrôle non seulement la grande distribution, mais également les médias locaux, des concessions automobiles et des entreprises agricoles. Cela donne à Bernard Ayotte un pouvoir économique sans précédent, qui dépasse même les frontières de la Martinique. En 2009, lors des grandes grèves, GBH fut directement ciblé par les manifestants, qui accusèrent le groupe de profiter des marges exorbitantes imposées aux consommateurs locaux. Mais en 2024, malgré de nouvelles mobilisations, la situation n'a guère changé. En outre,
GBH ne se limite pas à la Martinique. Son empire économique s'étend à la Réunion, à la Guyane et même à la Nouvelle-Calédonie. En Kanaki, GBH contrôle jusqu'à 60% de la grande distribution, consolidant ainsi son monopole dans les anciennes colonies françaises. Le modèle économique des territoires d'outre-mer est le produit direct de leur passé colonial. Durant l'époque coloniale, les îles étaient des fournisseurs de matières premières pour la métropole. En échange, elles importèrent des produits manufacturés exclusivement de France. Ce modèle d'échange asymétrique a survécu à l'abolition de l'esclavage et persiste encore aujourd'hui, créant une économie de dépendance. En Martinique, par exemple, 90% des produits consommés sont importés, principalement de France. Cela inclut non seulement les denrées alimentaires, mais aussi les produits ménagers, les vêtements, et même certaines matières premières utilisées localement. Cette dépendance a des effets pervers. Prenons l'exemple des bananes. Bien que la Martinique soit un grand producteur de bananes exportées vers la France, les habitants de l'île doivent importer la majorité de leurs autres fruits et légumes, souvent à des prix exorbitants. Cette situation découle directement de l'organisation économique coloniale, où les territoires ultramarins étaient destinés à produire uniquement des cultures d'exportation comme la canne à sucre ou la banane, tout en restant dépendants de la France pour les produits de consommation courante. Un activiste martiniquais expliquait comment, même après l'abolition de l'esclavage, les anciens esclaves étaient contraints de travailler dans les plantations sous des conditions qui ressemblaient fortement à celles de l'esclavage. Cette continuité de l'exploitation économique se reflète encore aujourd'hui dans la domination des grands groupes béquets qui verrouillent toute tentative de concurrence. En plus des effets économiques de la vie chère, les Antilles françaises sont également touchées par des scandales sanitaires majeurs, dont le plus marquant est celui du chlordécone. Ce pesticide, largement utilisé dans les plantations de bananes, a été interdit en France en 1989 en raison de sa toxicité. Pourtant, en Martinique et en Guadeloupe, son utilisation a continué jusqu'en 1993. Aujourd'hui, plus de 90% des Martiniquais et Guadeloupéens sont contaminés par ce pesticide et les terres agricoles resteront polluées pendant des siècles, rendant de vastes portions de terre inutilisables. Le groupe de Bernard Ayot a été impliqué dans la vente de chlordécone. L'entreprise dirigée par son frère a continué à vendre ce pesticide même après son interdiction officielle, écoulant ainsi les stocks au mépris des conséquences sanitaires pour les populations locales. Ce scandale est emblématique d'une économie où les profits des grands groupes passent avant la santé des populations locales, un phénomène que l'on retrouve dans d'autres secteurs. Avec un tel monopole sur l'économie locale, quelles sont les solutions à disposition des habitants? Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour appeler au boycott des produits vendus par les grandes enseignes béquets. Le boycott est vu par certains comme une façon de frapper là où ça fait mal, dans le portefeuille de ces grandes familles qui contrôlent l'économie locale. Mais le boycott est-il vraiment une solution viable? Si l'on boycotte les produits importés, que reste-t-il? La dépendance aux importations est telle que beaucoup estiment qu'il est impossible de vivre sans acheter au moins une partie des produits proposés par les grandes surfaces béquets. Un activiste local a initié un projet de coopération agricole où les habitants se sont cotisés pour acheter des terrains et commencer à cultiver leurs propres légumes. Cette initiative a non seulement permis à ces familles d'être moins dépendantes des supermarchés, mais a aussi montré que l'autonomie alimentaire était un moyen efficace de résister à l'exploitation économique. Il est clair que la situation actuelle ne peut pas perdurer. Les voix s'élèvent non seulement pour dénoncer les prix exorbitants, mais aussi pour proposer des solutions. Certaines militent pour l'expropriation des grands groupes comme GBH, tandis que d'autres prônent le développement d'une économie locale et autonome. L'agriculture durable pourrait être l'une des solutions. Des initiatives locales voient le jour, où les habitants se regroupent pour créer des coopératives agricoles. L'objectif est de produire localement et de vendre directement aux consommateurs, court-circuitant ainsi les intermédiaires et les grands groupes de distribution. Les ancêtres des Antillots guyanais ont réussi à briser les chaînes de l'esclavage par leur courage et leur détermination. Aujourd'hui, il leur appartient de briser les chaînes économiques qui continuent d'opprimer les populations ultramarines. L'autonomie, que ce soit alimentaire ou économique, pourrait être une des clés pour un avenir plus juste et équitable. La vie chère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans les autres territoires d'outre-mer n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un système économique hérité du colonialisme, entretenu par une poignée d'élites économiques. Mais il existe des solutions.
Ensemble, nous pouvons soutenir les initiatives locales, boycotter les grands groupes qui exploitent les populations et surtout, exiger des réformes pour un avenir plus juste. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo avec d'autres pour qu'ils découvrent cette réalité souvent ignorée.